Sur une affiche touristique du Mans des années 30, on voit le golf permanent, on voit évidemment les 24 heures du Mans et on a envie de dire en tête d'affiche, on voit la fameuse muraille du Mans. Bonjour Julie Bouillet. Bonjour. Vous êtes commissaire à l'expo donc pour les musées du Mans. Jusqu'au 14 mai, il y a une expo sur ce monument emblématique. Tout d'abord, comment est venue vraiment l'idée de faire, en quelques mots, cette expo ? Alors, l'idée de l'expo est née du projet collectif de recherche mené depuis 2017 par Le Mans Université et Nantes Université, avec un gros travail mené pour mieux appréhender en fait ce monument justement emblématique de la ville. Et dès 2017, les deux personnes en charge de ce projet collectif de recherche sont venues me voir en m'indiquant qu'ils aimeraient pouvoir restituer le résultat de leurs travaux dans une exposition temporaire. Et on a vraiment commencé à travailler. Moi, je me suis vraiment mise dessus 3 ans et demi avant l'inauguration de l'exposition le 14 mai dernier. Donc nous sommes ici au musée Jean-Claude Boulard, Carré Plantagenet. On va peut-être faire ensemble un tour donc, de cette expo. Là, la première partie, ça présente l'enceinte en elle-même, peut-être dans ce qu'elle a d'unique et de stratégique au moment où elle est fondée. Oui, exactement. En fait, l'introduction, on a une projection qui montre le territoire de la ville du Mans, qui s'appelle à l'époque romaine Vindinum, et ensuite, durant l'Antiquité tardive, au IVe siècle, la Civitas Cenomanorum. Et en fait, on s'aperçoit que la ville du Mans, quand elle se construit au 1er siècle après Jésus-Christ, elle s'installe sur l'éperon rocheux, c'est-à-dire le vieux Mans aujourd'hui, et elle va s'étendre progressivement tout au long du 1er et 2e siècle pendant une période très prospère sur une surface d'environ 80 hectares jusqu'à peu près la place de la République, pour vous donner une idée. Ça prend toute la cité Plantagenet. Il y a quasiment rien sur la rive droite de la Sarthe. Et puis à partir du 3e siècle, fin 3e siècle, début 4e, on reparlera de la datation de cette enceinte tout à l'heure, la ville va progressivement se rétracter, c'est-à-dire qu'elle va diminuer. En fait, il y a de moins en moins d'habitations, on abandonne un certain nombre de monuments pour terminer uniquement sur une zone habitée correspondant à aujourd'hui la cité Plantagenet. Donc on passe d'une ville de 80 hectares à une ville de 8,5 hectares, et c'est autour qu'il faut fortifier donc. Exactement, c'est autour de cette petite ville que va être construite cette enceinte romaine caractéristique. On dit peu muraille, c'est un terme qu'on utilise moins aujourd'hui pour vraiment parler d'enceinte. Et justement, cette enceinte, elle a une vocation stratégique. On sait que la Sarthe est relativement plat comme région, et là on le fait sur une colline. C'est pour être en hauteur forcément. Oui, exactement, on est sur une surface en hauteur à proximité d'une voie d'eau, donc c'est très très stratégique en termes d'installation. Il faut savoir aussi que la plupart des transports se faisaient à l'époque sur les voies d'eau, donc ça passait par les fleuves et les rivières. Par conséquent, on peut imaginer que lorsque l'on arrivait depuis la Sarthe et qu'on allait vers cette ville du Mans qui s'appelait alors Vindunum, observer cette enceinte montrait toute la puissance en fait de la ville, la richesse en fait aussi de cette ville. On voit d'ailleurs dans la projection sur maquette la diminution pour arriver à l'enceinte de la ville de Vindinum, qui était quand même beaucoup plus grande. Oui, 10 fois moins grand en fait, c'est énorme. Par contre, ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on explique aussi, c'est que ce phénomène est très présent à la même période, c'est-à-dire qu'il y a près de 80 villes en Gaule romaine qui sont dotées d'une enceinte autour de surfaces à peu près identiques. On est entre 8 et 15 hectares, donc là nous on est sur 8,5 hectares, donc autour du Mans, pas très loin, Angers, Rennes, Nantes se voient aussi dotées d'une enceinte, tout comme Tours à la même période. Ce sont pour des raisons stratégiques, des raisons militaires ? Il y a 2 raisons à cela. À partir du moment où on est sur une enceinte, on est vraiment sur un projet défensif. On cherche à protéger sa ville, ça c'est évident. Et pour le Mans, on sait qu'il y avait une légion de Lètes. Les Lètes, c'est un peuple qui vivait dans la région du Danube aujourd'hui et qui était installé au Mans. Donc il faut imaginer qu'il y avait des militaires avec une troupe, des garnisons présents pour protéger la ville. Après, vu la qualité du décor, et notamment ici au Mans, on peut aussi imaginer vraiment la valeur ostentatoire, le côté très symbolique, représentation d'une puissance, la puissance de la ville, mais aussi la puissance vraisemblablement de l'autorité impériale. Donc ce peuple qui vivait ici, c'est-à-dire parce que l'Empire romain utilisait des mercenaires étrangers pour se protéger et ils venaient avec femmes et enfants. Non, pas femmes et enfants justement. Pour le coup, on est sur des jeunes gens qui étaient recrutés pour venir quelques années et ensuite ils repartaient, ils obtenaient leur terre en échange. C'est plus tard qu'ils vont avoir des concessions pour s'installer. Exactement. À partir du 5e siècle. Exactement. Donc pour l'instant, non, on n'est pas forcément avec femmes et enfants, mais il faut imaginer qu'il y a une partie de la population d'origine, de la ville d'origine, qui est toujours présente. Donc c'est une ville où se côtoient civils et militaires
protégés par cette enceinte. Et c'est une pratique aussi qui se fait, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, dans beaucoup de villes à la même période. Poursuivons donc ensemble, Julie, cette visite de l'expo. Donc nous avons des portraits, j'ai envie de dire, des paysages. Oui, alors là, ce sont 2 aquarelles de Jean-Claude Golvin, qui est extrêmement réputé pour tous les travaux de restitution de villes ou de monuments, notamment à l'époque romaine. Et donc, il en avait réalisé 2 pour nous dans le cadre de précédentes expositions en 2014 et 2015. Sur l'une, on observe Le Mans, donc Vindinum, en 150 après Jésus-Christ, sur 80 hectares, donc vraiment la ville ouverte avec son forum, ses thermes, son temple et tous les édifices qui caractérisent la ville romaine. Et sur l'autre, eh bien, c'est cette ville beaucoup plus restreinte de 8,5 hectares, enserrée par cette enceinte, avec quelques monuments qui restent à l'intérieur, notamment sûrement le forum, donc la place publique, là où avait lieu aussi où était rendue justice et où avaient lieu les marchés. On voit des objets d'époque, là c'est vraiment pour nous montrer que c'était une ville. Tout a été trouvé ici au Mans ou dans la région? Alors malheureusement au Mans en fait on a retrouvé assez peu de choses. Le mobilier présent dans l'expo pour beaucoup ce sont des choses que nous avons été empruntées à des villes à proximité et à chaque fois je me suis entourée moi de chercheurs, donc il faut imaginer que pour cette exposition j'ai travaillé avec une trentaine de chercheurs et spécialistes et ici ce sont des objets militaires, donc pour expliquer toute cette partie militaria. Et si au Mans on n'a pas retrouvé beaucoup d'objets, c'est parce que le Mans aujourd'hui est encore construit, c'est-à-dire que tout ce qui correspondait à la ville durant l'Antiquité tardive, eh bien il y a des maisons du Moyen-Âge, fin Moyen-Âge, époque moderne, et qu'il faudrait tout détruire pour pouvoir retrouver les traces de notre passé. Et puis aux alentours de l'enceinte, donc sur les abords, il y a eu beaucoup entre guillemets de nettoyages qui se sont faits au fur et à mesure des siècles. Donc on a assez peu de mobilier. Donc là on a des pointes de lance, des épées, des éléments qui servaient aussi au costume militaire. Par exemple, c'est le début de la ceinture, donc il y a beaucoup de plaques boucles de ceinture. C'est un nouveau type d'éléments de parure qui n'existait pas du tout avant. On a la stèle d'un légionnaire aussi. Oui, ça c'est un moulage d'une stèle qui est conservé au musée de Strasbourg, qui est assez intéressante puisqu'on retrouve vraiment les différents outils, objets qui symbolisent le militaire. Il est représenté avec son casque, sa lance, son bouclier, son épée, son manteau qui est tenu par une fibule. Les fibules, ce sont des objets, des broches qui permettent de tenir les manteaux. Sur les siècles précédents, tout le monde pouvait porter une fibule. Durant l'Antiquité tardive, il y a une évolution des pratiques et ce sont seulement les militaires ou dans le cadre de distinctions honorifiques qu'on porte ce type d'objets beaucoup plus gros que sur les siècles précédents. Avant de revenir sur l'évolution des pratiques, on arrive, vous en avez parlé en préambule, sur un changement de datation. Oui. Avant, on a longtemps présenté comme étant une enceinte du IIIe siècle. Or, récemment, ça a évolué et on la date un siècle plus tard, c'est ça? Oui, à peu près, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a considéré qu'elle était datée aux alentours de 280 après Jésus-Christ. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a des recherches qui ont été faites là depuis 2017. Et notamment au niveau de la cathédrale du Mans, des fouilles importantes ont été menées par l'Institut national de recherche en archéologie préventive. Et ils ont retrouvé un morceau d'enceinte absolument intact, qui n'avait pas été restauré. Sur ce morceau intact, il y a eu des prélèvements à la fois au niveau des mortiers, donc c'est le ciment qui va permettre de tenir les pierres entre elles, et au niveau des briques, et plusieurs types de datation techniques scientifiques assez pointues ont été utilisées. Alors une très connue qui est la datation par carbone 14 pour les charbons de bois, mais d'autres un peu moins connues telles que la thermoluminescence ou l'archéomagnétisme. La science a évolué à ce niveau-là récemment? Oui, il y a des choses qui aujourd'hui nous permettent d'obtenir des informations plus précises avec, même pour l'archéomagnétisme, c'est très très novateur. Donc des études ont été menées et pour préciser ça dans l'exposition, c'était pas simple parce qu'en fait c'est vraiment très complexe d'un point de vue scientifique. Ce sont des chercheurs pointus dans leur domaine et nous avons travaillé sur ce qu'on appelle un petit motion design, à savoir une sorte de petit film d'animation qui de manière assez simple va permettre de comprendre ces 3 techniques et d'arriver à cette datation. Parce que in fine, pour arriver, les dates n'étant pas les mêmes, on croise les sources en fait. Exactement. On croise les dates d'ailleurs. C'est tout à fait ça. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, c'est ce que montre à la fin le petit documentaire, c'est que... Qui fait 5 minutes. Oui, exactement, 5 minutes, qui est visible sur le site internet, sur la page internet, si vous voulez le voir sans venir visiter l'expo, éventuellement si vous ne pouvez pas vous déplacer. Et donc du coup, on a les 3 techniques et à la fin, on comprend que on arrive à peu près à faire un intermédiaire, en tout cas, pour ces 3 dates, et on arrive au milieu du IVe siècle. Julie Bouilly, donc on va continuer la visite de l'expo.
Là, on est sur des maquettes et des objets d'époque qui nous en disent plus. Alors là, vraiment, c'est la section consacrée au chantier de l'enceinte. Donc, même en termes du mobilier, on est dans du bois, on est vraiment dans les ouvriers qui vont travailler sur ce bâtiment. L'enceinte du Mans, c'est 8,5 hectares encadrés, une superficie de 8,5 hectares à l'intérieur. Il y a une quarantaine de tours à l'origine, il en reste aujourd'hui 19. C'est combien, 400 000 briques qui ont été utilisées ? Il y a eu 400 000 briques utilisées, on est sur 140 000 tonnes de moellons environ, 60 000 tonnes de mortier, donc c'est un chantier énorme. Ça a pris, on sait combien de temps ? Alors c'est toute la difficulté, le temps. Ça, c'est la durée. On ne sait pas trop. En fait, ça va dépendre à la fois du nombre de personnes qui étaient engagées pour le chantier, des conditions météorologiques. Donc ça peut très bien avoir duré 3 ans avec une très très grosse équipe et tout le monde tout le temps, comme ça a pu durer 15 ans. Voilà. Donc on se doute qu'elle n'a pas été faite dans l'urgence. Non, par rapport au fait qu'elle est quand même, il y a des belles finitions, c'est pas un bâtiment monté à la va-vite. Oui, exactement. C'est vraiment un bâtiment sur lequel on a pris le temps, avec à la fois en bas donc du sous-bassement où on va réutiliser, c'est ce qu'on montre dans l'exposition, des pierres des grands blocs en fait de pierres qui étaient utilisés avant dans des bâtiments plus anciens. Qui sont d'ailleurs à côté de nous, on peut les voir. Oui, voilà. Surtout pas les toucher. Il y a une corniche, une très belle corniche, on voit sculpter, qui servait sur un bâtiment officiel, vraisemblablement jusqu'au IIe siècle. Le bâtiment a été démonté au moment en fait où la ville est devenue plus petite, mais on a fait de la réutilisation, c'est très très écolo. Du recyclage. On a fait du recyclage, on a réutilisé ces matériaux anciens pour la construction de l'enceinte. C'est des pièces qui appartenaient à des monuments qui étaient en dehors de l'actuelle enceinte, et quand la ville a été rétrécie, on a réutilisé tout simplement les blocs de pierre. C'est exactement ça. Ça, c'est pour le sous-bassement. Ensuite, il y a eu de la taille, on a aussi un peu réutilisé des moellons de calcaire, donc ça c'est toute la partie blanche qu'on voit, tous les petits décors en blanc de l'enceinte. Et puis, ce qui caractérise l'enceinte du Mans, c'est vraiment cette couleur rouge rosé, à la fois par l'utilisation d'une pierre qu'on appelle le grès roussard, qui est une pierre locale, très dure, un peu brun rouge. Donc c'est l'alternance des moellons, donc des petites pierres blanches et des moellons de grès roussard qui vont faire les décors géométriques qui caractérisent l'enceinte. Ensuite, il y a des rangées de briques. Donc c'est là où vous disiez tout à l'heure 400 000 briques utilisées, qui sont des briques pas trop comme nos briques 19e siècle. Donc on présente d'ailleurs des restitutions de briques de l'époque crues et cuites. Donc elles sont beaucoup plus fines et beaucoup plus larges. Donc là, on pense qu'elles ont été spécialement réalisées pour l'enceinte. Donc il devait y avoir, on n'a pas retrouvé, mais il faut imaginer des espaces de fabrication pas très loin, absolument gigantesques pour que le chantier soit prêt à temps. Et puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est le mortier, parce qu'en fait, les Romains ont inventé ce fameux mortier qui va permettre de lier les pierres entre elles. C'est comme une sorte de ciment. On fait ça avec de la chaux et on mélange avec du sable. Et juste chaux et sable, ça va donner un mortier un peu beige qui va être utilisé pour toutes les parties internes de l'enceinte. Par contre, pour la partie extérieure, pour la partie visible, on y rajoute de la brique pilée, ce qui va lui donner une couleur rosée. Et donc, on a le mortier rose. Et c'est ce mortier rose associé aux briques et associé au grès roussard qui vont donner cette couleur rouge-rose de l'enceinte. Et l'enceinte du Mans, beaucoup de villes ont eu des enceintes, mais celle du Mans se caractérise vraiment par ces décors avec ces alternances de moellons blancs et de moellons rouges. Et tout ça est expliqué donc dans l'expo que l'on continue. Là, on a une petite partie ludique pour les enfants. Exactement. Il y a tout au long du parcours, l'idée c'était de rendre ce dispositif et cette expo vivante. Donc il y a plusieurs jeux, il y a aussi beaucoup de dessins, d'illustrations pour faire vivre les objets. C'est pas toujours évident en fait d'appréhender des objets sous vitrine. Donc on a joué le parti de mettre beaucoup d'illustrations et aussi un certain nombre de vidéos, de paroles d'experts qui vont apporter des précisions sur du contenu pour mieux comprendre soit les travaux du chantier, soit les manières de vivre durant cette période de l'Antiquité tardive, donc 4e, 5e siècle. Donc là, dans cette partie, pour situer, on a d'un côté, vous nous en parliez à l'instant, les petites vidéos, les illustrations, et de l'autre, on a des objets du mobilier d'époque, ainsi que des sarcophages, ainsi que un squelette. Oui, alors ici, c'est vraiment raconter la vie quotidienne durant l'Antiquité tardive. Les façons de vivre évoluent énormément. C'est assez intéressant. Souvent, c'est peu évoqué dans les musées et ça nous amène vraiment vers ce qui deviendra ensuite le Moyen-Âge. Donc, par exemple, on va avoir... C'est une période méconnue. Souvent, il y a moins d'objets. Les musées présentent, quand on parle d'époque romaine, c'est vraiment... Jules César. Oui, et puis un petit peu après, disons, mais jusqu'au 2e, 3e siècle, souvent, c'est ce qu'on appelle la Pax Romana, la période de prospérité. Mais cette période de
l'Antiquité tardive, souvent elle est un petit peu plus mise de côté, même dans les musées. Et donc là, l'idée c'était vraiment de montrer la qualité des objets qui sont utilisés au quotidien. Il y a beaucoup de verreries, c'est le début de la verrerie. Nous on met en avant notre corne à boire, une corne à boire qui a été retrouvée au Mans avec un décor en résille qui est exceptionnel. Il y en a 2-3 qui ont été retrouvés en Europe de cette qualité-là, qui a été retrouvée au XVIIIe siècle dans un sarcophage. Vraisemblablement, c'était un cadeau donné aux défunts. Donc ça, c'est vraiment des objets qui caractérisent cette période de l'Antiquité tardive. On ne retrouvait pas du tout ce type d'objet dans les siècles précédents. Poursuivons. Là, on va voir ce que devient, en gros, parce qu'on fait un petit voyage dans le temps, ce que devient l'enceinte après la chute de l'Empire romain, parce qu'évidemment il n'a pas été rasé, ce qui est assez exceptionnel d'ailleurs. Oui, alors ce qui caractérise le Mans, c'est qu'en fait il en reste des très grandes parties encore aujourd'hui, et donc dans cette quatrième section, nous évoquons l'enceinte entre le 5e siècle après Jésus-Christ et jusqu'au 18e siècle. Il est d'abord question de la christianisation de la ville, c'est vraiment quelque chose qui va être important dans la manière et même dans la vie du territoire. Et pour évoquer cette christianisation, c'est un petit clin d'œil avec un grand tableau du peintre Lionel Royer, qui est un peintre local du 19e siècle, où on voit Saint Julien, l'évêque fondateur. On a encore la cathédrale Saint-Julien, donc c'est un évêque légendaire, il n'a jamais été réellement évêque du Mans, mais évêque légendaire il fait le miracle de l'eau, et derrière on peut discerner une enceinte. Donc on se dit que nous sommes au Mans puisque nous avons Saint Julien, le miracle de l'eau, et une enceinte, mais lorsqu'on observe l'enceinte, on s'aperçoit qu'en fait c'est l'enceinte de Rome et pas celle du Mans. Et puis elle est rigolote cette peinture, parce qu'il y a un certain nombre de clichés sur les Gaulois qui sont représentés avec des casques ailés, Saint Julien représenté en majesté, etc. En majesté, puis surtout avec une tenue d'évêque beaucoup plus tardive. Voilà, avec une tenue d'évêque blanche, mais en même temps le mythe de Saint Julien, il apparaît au Xe siècle. On dit qu'il a été évêque au 1er siècle après Jésus-Christ du Mans. La réalité, c'est que le premier évêque du Mans, c'est Saint Victor, et on est au 4e siècle, donc on n'est pas du tout au 5e siècle, oui même, pardon. Et donc voilà, mais c'est intéressant comment les peintres au 19e récupèrent ces histoires. Avec une vision assez romantique d'ailleurs. Oui. Et puis, nous présentons des objets qui ont été retrouvés lors des fouilles menées par l'INRAP en 2018-2020 au pied de la cathédrale, et notamment 2 fragments lapidaires très rares qui datent plutôt du 9e, 10e siècle. Et grâce à tous ces éléments et à des sources écrites, notamment un testament dit le testament de Saint Bertrand, eh bien on se rend compte que l'une des tours, celle qui est au pied de la cathédrale aujourd'hui, qui a été retrouvée récemment, devait être à l'origine une chapelle. Et donc on s'aperçoit que ces tours, qui avaient à la base un objectif uniquement militaire et défensif, voient leur rôle évoluer. Et tout au long du Moyen-Âge, sur l'enceinte, on va construire des bâtiments, et à partir de la guerre de 100 ans, il y a une seconde enceinte qui va être associée à l'enceinte romaine. Là, donc, nous poursuivons. Nous avons un film d'animation qui nous montre d'ailleurs depuis la ville actuelle du Mans, et pas depuis la Sarthe comme c'est souvent présenté, un petit film de 3 minutes qui nous montre durant tous ces siècles ce que devient la muraille. Oui, alors c'est un film de restitution 3D, ça a été vraiment un gros travail pour nous. On débute à l'origine la ville vraiment lorsqu'elle était la plus importante, celle du 2e siècle après Jésus-Christ, et on va voir progressivement les maisons à être enlevées, puis l'enceinte se construire avec le chantier de construction qui est mis en œuvre, et après on passe au Moyen-Âge, avant la guerre de 100 ans, après la guerre de 100 ans, au XVIIIe siècle et jusqu'à aujourd'hui. L'idée étant de comprendre que l'enceinte, elle encerclait la totalité de la cité Plantagenet, pas uniquement sur les bords de Sarthe, parce qu'aujourd'hui en fait on n'en observe que des morceaux plutôt sur les bords de Sarthe. En réalité, si vous allez maintenant au Mans côté escalier des Ponts-Neufs, il y a toujours des fragments, idem du côté des café du Jet d'eau, etc. Vous en voyez toujours des parties, mais en fait ce qui apparaît, c'est qu'au fur et à mesure du temps, et notamment à partir du XVIIIe siècle, elle va être de plus en plus recouverte. Il y a des bâtiments qui se posent dessus, qui se posent contre, et elle disparaît. Elle disparaît à la vue, mais en réalité, elle est toujours là, ce qui fait que lorsque l'on fait des fouilles aujourd'hui, on la retrouve toujours. Elle disparaît, puis après, elle va de nouveau être mise en valeur. On sait que le retour, je dirais, l'intérêt des Français pour le patrimoine, ça commence au 19e siècle, et c'est
pas une surprise à ce moment-là que la muraille revient à la mode, si vous me pardonnez l'expression? Oui, alors il y a plusieurs étapes en fait qui amènent à cette redécouverte. C'est la dernière section de l'exposition. On présente d'abord des tableaux du 19e où on observe bien que cette enceinte, côté Sarthe, elle est plus du tout visible, alors qu'aujourd'hui c'est là où nous l'observons la mieux, parce qu'il y a tout ce quartier dit le quartier des tanneurs qui fait que bien elle est quasiment invisibilisée. C'est un quartier qui existait depuis le Moyen-Âge? Oui, c'est ça, construit progressivement au fur et à mesure du Moyen-Âge. Oui, avec la proximité du fleuve, on pense. Exactement, avec la proximité de la rivière, et puis il y avait aussi les lavandières, il y avait le nettoyage du linge qui se faisait à cet endroit-là. Et progressivement, donc ce quartier, à partir de la fin du 19e siècle, va être détruit en fait pour réhabiliter les bords de Sarthe, et on va retrouver au fur et à mesure cette enceinte. Il y a aussi un élément important qui s'opère à la fin du 19e siècle, c'est la percée du tunnel vers 1870, où là vraiment on va pour la première fois réellement détruire l'enceinte sur une grande partie, et c'est à ce moment-là qu'il y a des érudits locaux en fait qui commencent à s'interroger, à s'inquiéter de cette destruction qui s'opère. De la même manière, il y a des propriétaires privés qui ont des tours dans leur jardin, il y en a un qui décide de casser une tour, et donc là il y a une levée de bouclier en disant ça va pas être possible en fait, c'est un monument important. L'enceinte est donc classée au titre des monuments historiques à cette époque-là. Quelle année, s'il vous plaît? 1800... On est en 1862 sur le classement au titre des monuments historiques. C'est assez rapide parce que les premiers monuments classés, c'est sous la monarchie de Juillet, donc 1830-1840, oui. Avec les inventaires de Prosper Mérimée, dont fait partie l'enceinte gallo-romaine. Oui. Et puis, on a Arcis de Caumont, qui est le fondateur de la Société des antiquaires de Normandie, qui vient ici aussi, refait des relevés, évoque cette enceinte. Et c'est ce que montre cette dernière partie, c'est tout le rôle que vont avoir les érudits locaux, les chercheurs, les scientifiques, pour mieux appréhender les premiers dessins, les relevés, comprendre vraiment le tracé de ce monument, qui, pendant un moment, va être laissé en l'état. Donc, il y a quand même un certain nombre de tours, de morceaux qui sont plus forcément en très 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 bon état. Et la dernière personne vraiment qu'il faut mentionner, c'est Joseph Guilleux. Joseph Guilleux qui est instituteur en fait, mais qui aussi était le président de l'association pour la sauvegarde du Vieux-Mans, qui s'est intéressé énormément à ce monument, à cette enceinte, et qui va au début des années 70 faire des fouilles et obtenir de plus en plus d'informations. 1981, c'est l'année du patrimoine, et il y a vraiment une volonté forte d'un point de vue politique, même menée par le maire du Mans aussi à l'époque, pour valoriser le monument. Et toute une campagne de restauration va alors se mettre en œuvre pour que cette enceinte, notamment côté Sarthe, puisse être réhabilitée. Concrètement, c'est à ce moment-là qu'on détruit des maisons qui étaient sur la muraille? Non, c'était déjà fait avant. Toutes celles qui avaient été posées contre l'enceinte avaient déjà été enlevées tout au long du 19e et début 20e siècle, jusqu'à la réhabilitation des quais Louis Blanc. On est dans les années 80. Donc à ce moment-là, il n'y a plus de maisons devant. Par contre, on va plutôt faire en sorte que les murs tiennent et que les mortiers tiennent. Donc là, il y a une grosse période de restauration. Donc on arrive à la dernière partie, là on s'approche de notre époque où en gros, c'est comment cette magnifique enceinte, je ne dirais pas muraille, a été mise en valeur. C'est ça, Julie Bouilly ? Exactement. En fait, là, nous arrivons sur la fin, et c'est le développement, c'est-à-dire cette enceinte, comment elle devient objet touristique, objet patrimonial, et donc elle va être utilisée comme support, soit sur des affiches, celle dont vous parliez au tout début, une affiche entre 1935 et 1938 où on la valorise, sur un certain nombre de revues, de journaux, dans des expositions, avec les chimères qui vont être mises en place au début des années 2010, sur les différents supports de communication touristique aujourd'hui. Et en fait, la conclusion là, c'est de se dire, cette enceinte, à l'origine édifice militaire de protection d'une ville, qui va garder cette vocation militaire jusqu'à peu près au XVIIIe siècle, qui va être oubliée, invisibilisée au fur et à mesure des constructions et du développement de la ville. Comment à un moment donné on la retrouve, et son rôle évolue pour devenir un support touristique et patrimonial d'une ville.
Et une fois donc qu'on a fait le tour de son passé, qu'on a fait le tour de son présent, quel est le futur de la muraille ? Depuis quelques années, on parle d'un dossier pour la classer au patrimoine de l'UNESCO. Oui, alors le classement pour le patrimoine de l'UNESCO est toujours en cours. C'est un dossier qui est assez complexe parce que des monuments français intéressants, il y en a beaucoup en fait de dossiers, beaucoup ont été classés et aujourd'hui c'est pas forcément, disons, la tendance que de classer des monuments français avec ce type de patrimoine. Néanmoins, il y a quand même un dossier qui est mené par la collectivité. Là, en ce moment, on réfléchit à peut-être passer sur des biens dits sériels, c'est-à-dire à travailler avec d'autres villes de l'Empire romain, donc en Europe. Une sorte de réseau comme les réseaux des villes napoléoniennes. Exactement, avec un réseau de villes conservant des enceintes, pas toujours dans le même contexte. Donc nous ici, la caractéristique, c'est les décors et le fait qu'on en ait gardé des grands morceaux autour d'une ville toujours urbanisée. Il y en a une autre en Espagne, à Luego, qui n'est pas du tout faite de la même manière, mais qui elle a été classée il y a quelques années. Donc l'idée, ça serait de s'associer en fait pour pouvoir rentrer dans un réseau d'enceintes de l'Antiquité tardive exceptionnel. Justement, pour conclure et ce dossier auprès de l'UNESCO, vous avez vraiment donné des pistes, les spécificités de cette enceinte? Mais il y a vraiment la spécificité, ce sont les décors. C'est la qualité des décors avec les motifs géométriques qui sont une caractéristique locale assez forte, puisque sur des bâtiments beaucoup plus anciens, on retrouve déjà ces types de décors, qu'on retrouvera parfois un petit peu sur d'autres enceintes d'autres villes, comme à Angers ou à Rennes, mais de manière très très sporadique. Là où au Mans, c'est quasiment systématique sur les tours. Donc ça, c'est vraiment ce qui caractérise, plus la longueur, c'est-à-dire tout ce qu'il en reste. En fait, le quartier des Tanneurs dont on parlait tout à l'heure, il a vraiment protégé pendant des années et des années cette enceinte. Là où côté cathédrale, ce qu'on évoque dans la restitution 3D, les grands monuments, donc justement la cathédrale, la construction du palais comtal qui est aujourd'hui l'hôtel de ville, la construction de la collégiale Saint-Pierre-la-Cour, ils ne la détruisent pas cette enceinte, mais du coup elle n'est plus lisible ou plus visible parce que ces monuments se sont construits contre et dessus. Côté Sarthe, c'est le quartier des Tanneurs et qui a pu être enlevé. C'est pas des constructions forcément très très lourdes en termes d'architecture. Il y avait des maisons en bois qui avaient exactement. Oui, exactement. Après, on sait aussi, si vous retournez voir l'enceinte, côté Sarthe aujourd'hui, toute la partie du dessus, à l'origine, c'était beaucoup plus haut. Il y avait des merlots et des créneaux. Aujourd'hui, on a des habitations. Il y a eu des logements assez vides dès la fin du Moyen-Âge, l'époque moderne. Il y a des constructions, des maisons qui s'installent et qui sont toujours construites sur l'enceinte aujourd'hui. Il y a encore des maisons, des appartements dans des tours. Il y a eu des tours conservées de bureaux. Enfin, voilà. Il y a plein de choses qui sont intéressantes. Plein de choses intéressantes, ça sera le mot de la fin. Donc cette enceinte gallo-romaine, on la voit pour la plupart d'entre nous quasiment tous les jours. Vous avez bien rappelé qu'elle était visible. Donc nous étions avec Julie Bouillet, vous êtes commissaire pour cette expo donc auprès des musées du Mans. N'hésitez pas à venir la voir, elle a lieu jusqu'au 14 mai de cette année. Merci Julie. Merci à vous.